7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour à tous, bonjour Sophie Majeran, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes conférencière de chez Odeya et ce matin vous venez nous parler de la Sicile. Oui, alors je suis conférencière et je suis la directrice de l'agence Odeya et effectivement ce matin je venais vous présenter la Sicile, cette île lumière au cœur de la Méditerranée, au cœur des Méditerranées, même comme on peut peut-être l'évoquer. C'est un très beau voyage qu'on a l'habitude de présenter, de proposer chez Odeya chaque année. Pourquoi au cœur des Méditerranée, c'est un peu curieux peut-être de dire cela. Eh bien parce que finalement la Sicile c'est ce verrou véritablement entre les deux bassins de la Méditerranée, entre le bassin oriental et le bassin occidental, et que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, eh bien qui contrôlait ce verrou contrôlait toute la Méditerranée et donc contrôlait le monde entier à l'époque. C'est vrai qu'on est à quelques kilomètres de Carthage, de Rome, c'est assez impressionnant comme point stratégique. C'était stratégique, exactement, vous l'avez dit, c'était stratégique eh bien au niveau commercial déjà, et puis au niveau du coup aussi militaire, en tout cas pour dominer l'ensemble méditerranéen. Et c'est ça qui est intéressant avec ce voyage en Sicile, c'est qu'on propose, si vous voulez, à l'occasion de ce séjour, ce circuit même de 9 jours, qui aura lieu d'ailleurs du 3 au 11 mai prochain, eh bien, de faire tout le tour de cette île et de découvrir eh bien, les 3 grands âges d'or qui ont éclos véritablement dans cette île de Trinakri, comme l'appelait Homère, eh bien, à savoir un âge d'or grec, effectivement. Si, Marie, eh bien, vous voulez voir les plus beaux temples grecs, il ne faut pas aller en Grèce. Pardonnez-moi, chers auditeurs, si certains d'entre vous sont grecs et fiers de l'être, eh bien, mais ça n'a rien à voir. Les plus beaux temples grecs, les mieux conservés en tout cas, sont en Sicile et non pas en Grèce actuelle. Non, ça c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que la Sicile a été colonisée justement par le monde grec antique, par des cités grecques indépendantes d'ailleurs. Ça c'était toute la grande force et puis le talon d'Achille de ce monde grec, d'avoir des cités indépendantes les unes des autres. Elles n'ont pas su faire l'unité. Elles ont cherché à coloniser, à créer des colonies, si vous voulez, de déduction eh bien, dans Méditerranée occidentale pour trouver des ressources. Et donc, très astucieusement, ces colons du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était très tôt quand même dans notre histoire, c'était il y a presque 3000 ans maintenant, eh bien, vont se positionner justement là où les terres sont riches, c'est-à-dire en Sicile, terre volcanique, le blé pousse beaucoup mieux qu'en Grèce, et également, eh bien, pour contrôler, ils vont se débrouiller pour contrôler les routes commerciales et donc contrôler le détroit de Messine, contrôler toutes ces routes commerciales méditerranéennes. Et donc, vous avez des créations, des fondations comme Naxos, comme Syracuse, qui est extrêmement connue, etc. Et donc là-bas, on y trouve un patrimoine varié issu du monde grec. Absolument, vous avez des grandes cités grecques et des grands sites archéologiques qui ont conservé des temples absolument extraordinaires. Alors, vous avez 2 cas de figure de cet âge d'or grec. Soit des villes comme Syracuse, nous l'évoquions, eh bien, qui n'ont jamais cessé de vivre et qui ont été occupées eh bien, depuis la fondation grecque du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, ce qui fait qu'aujourd'hui, la cathédrale de Syracuse, en plein cœur de l'île d'Ortygie, eh bien, est imbriquée dans un temple grec. Donc ça, c'est quand même très étonnant. On voit l'héritage grec. On voit l'héritage grec, on voit la continuité. Là aussi, on en parlait la semaine dernière. C'est vraiment passionnant. Et vous avez un autre cas de figure. Vous avez des cités grecques qui se sont éteintes, qui n'ont jamais plus été construites depuis leur destruction dès l'Antiquité. Je pense à Sélinonte, à Ségeste, à Agrigente, où vous avez finalement des sites archéologiques aujourd'hui qui ont été préservés, si vous voulez, des constructions ultérieures et qui sont intactes ou pratiquement. Vous avez non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais une dizaine de temples. À Sélinonte, c'est extraordinaire. Vous avez 10 temples comme ça. La ville était si riche. 10 temples avec ses colonnades, ses frontons, ses décors, ses métopes et ses dans un paysage bucolique, dans une région magnifique. Dans un paysage bucolique, à Sélinonte, en plus, on a les pieds dans l'eau, dans cette Méditerranée, face à l'Afrique. On contrôle à ce moment-là, à cet endroit-là, eh bien, le canal de Sicile, comme on l'appelle, à moins de 200, c'est même 140 km, eh bien, vous avez la terre d'Afrique. C'est ça. Et on comprend bien eh bien, qu'en Sicile, justement, vous avez ce monde grec qui s'installe dans la partie orientale et ce monde
phénico-punique, c'est-à-dire carthaginois, qui va vouloir lui aussi contrôler ce verrou. Et donc, il va y avoir des points de friction, il va y avoir des batailles, des guerres extrêmement sanglantes pour pouvoir dominer ce territoire qui était indispensable pour le contrôle méditerranéen, on en parlait tout à l'heure. Et donc, ça sera à l'occasion de grandes batailles, de grandes guerres dans l'Antiquité. Il y a une date fameuse, c'est 480 avant Jésus-Christ, où le monde grec est victorieux en Sicile, à Hymère, du monde carthaginois, de ces phénico-puniques, de ces populations sémites installées à Carthage depuis Didon, en réalité. On se souvient de Didon. Carthage qu'il faut détruire. Carthage qu'il faut détruire, comme dit la règle de grammaire latine, delende est Carthago. Ça sera fait en 146 avant Jésus-Christ. Carthage sera détruite et à ce moment-là, si vous voulez, c'est déjà la troisième guerre punique, mais depuis la deuxième guerre punique qui a opposé Rome à Carthage, Rome avait contrôlé, dès la première guerre punique d'ailleurs, Rome a pris le contrôle total de la Sicile. On comprend bien que c'est un point évidemment stratégique. Stratégique, et c'est passionnant parce que les Grecs, le monde grec s'effondre, hop, Rome arrive, Rome se retrouve face à Carthage, les mêmes guerres reprennent, Rome sera victorieuse, Rome contrôlera la Sicile et contrôlera le monde méditerranéen. Donc c'est aussi le symbole de la puissance en fait de Rome. Absolument, c'est certain, c'est passionnant parce que malgré elle, Rome sera amenée à passer outre mer, de l'autre côté de la mer, alors que les Romains sont des gens ancrés dans le réel, ce sont des terriens, ils vont passer de l'autre côté justement de la Méditerranée sur les rivages sud, un petit peu malgré eux, parce que c'est le jeu de soit je me fais manger, soit je mange l'autre. En fait, soit je gagne, soit je perds, mais en tout cas, il n'y a pas de demi-mesure. Le deuxième âge d'or, ça sera l'âge d'or normand, arabo-normand, comme on dit. En tout cas, dans cette période médiévale, c'est une autre histoire absolument fascinante de la Sicile. Et c'est là toute la richesse de ce voyage. C'est que, on se plonge véritablement dans ce passé qui est assez peu connu chez nous, là en France, de ces Normands arrivés du Cotentin, qui vont tenter l'aventure dans le sud de l'Italie, où à partir du XIe siècle, dans un premier temps, ce seront des mercenaires. Ils sont issus de la famille et de la branche des Hautes-Villes. Vous avez Guillaume, vous avez des grands noms comme ça de ces mercenaires finalement qui vont se tailler un royaume. L'Italie du Sud au XIe siècle est extrêmement compliquée. Vous avez encore des thèmes byzantins, vous avez la papauté qui veut s'imposer et vous avez en plus les Lombards. Donc tout ça fait que ça se bataille, on cherche des mercenaires. Hop, les Normands arrivent. Ils connaissaient les territoires puisque n'oublions pas qu'à cette époque-là, chère Marie, vous aviez tous ces grands pèlerinages qui partaient du nord de l'Occident vers Rome, vers ensuite la Terre Sainte en passant par les Pouilles. Donc on connaissait les lieux et eux vont s'y installer, vont guerroyer, vont se former un royaume. Et ils passeront d'ailleurs avec Robert Guiscard, toujours issu de la branche des Hautes-Villes, de l'autre côté de ce fameux détroit de Messine pour finalement chasser le Sarrasin de Sicile et s'imposer et reprendre la Sicile qui était arabe depuis 2 siècles. Ils vont créer le royaume donc de Normands de Sicile, avec pour capitale Palerme, qui dominera à la fois la Sicile et le sud de l'Italie. C'est une histoire extraordinaire, avec ces grandes figures, notamment de Robert Guiscard, on en a parlé, de Roger II, qui se fera couronner roi de Sicile et représenté comme tel à Palerme. C'est une très belle mosaïque que l'on voit à Palerme, à la Martorana, où on voit Roger II, figurez-vous, représenté comme un empereur byzantin, tel un empereur byzantin, et couronné par le Christ lui-même. D'ailleurs, il s'était fait couronner un 25 décembre, comme Charlemagne. Vous voyez, un petit peu ces Normands là, il y a un vrai héritage dont ils ont conscience en tout cas. Des sacrés personnages, absolument. Donc on voit tout ça, on explique tout ça, on voit tout ce qu'ils ont bâti, ces Normands, parce que qu'ont-ils bâti des cathédrales magnifiques avec des milliers de mètres carrés de mosaïques à Montréal, et c'est extraordinaire. La chapelle palatine du palais normand de Palerme, extraordinaire. Et ce syncrétisme entre justement l'héritage et byzantin avec les mosaïques, cet héritage normand, roman en tout cas, dans le style architectural, et puis cet héritage arabe. Et c'est vrai qu'ils ont créé un style absolument à part qui est somptueux. Alors l'héritier de tout cela, c'est passionnant, mais chers amis, participer à ce voyage en Sicile du 3 au 11 mai prochain avec Virginie Foutel qui vous expliquera tout cela encore mieux que moi. C'est le dernier rejeton, si on veut, de cette branche normande. C'est un certain Frédéric II de Hohenstaufen qui est un personnage
extraordinaire, moi, qui me fascine particulièrement. Je vous invite, Marie, si vous ne l'avez pas lu, eh bien, à lire la biographie de Benoît Méchain sur Frédéric de Hohenstaufen. Merci pour cette idée de lecture, effectivement. C'est passionnant. Ça me manque. Et ça, vous voyagerez ainsi. Et donc, ce personnage extraordinaire qui, par sa mère, était normand, mais par son père, était empereur germanique. Eh bien, je vous laisse lire la suite, chers auditeurs et Marie, pour connaître... C'est mieux qu'un roman, en fait, d'action, parce que voilà, il y a plein de rebondissements. On est à l'époque de Saint-Louis. Il est contemporain de Saint-Louis. Frédéric de Hohenstaufen est mort en 1250, Saint-Louis en 1270. C'est un personnage assez méconnu chez nous, en France. Eh bien, c'est fort dommage, parce que ça a été vraiment une figure d'exception. Donc ça, c'était pour le deuxième âge d'or de la Sicile. Le troisième âge d'or, eh bien, c'est l'âge d'or baroque. Toute la partie sud-orientale de la Sicile a été détruite lors d'un grand tremblement de terre à la fin du XVIIe siècle. Et on va devoir reconstruire. Alors, on va reconstruire soit ex nihilo, à partir de rien, comme à Noto, de véritables décors de théâtre dans un style baroque pur. Et puis, soit on va reconstruire des villes comme à Syracuse, etc., avec des palais absolument baroques, à Palerme aussi d'ailleurs. Et c'est tout à fait fascinant. Vous voyez, on fait tout le tour de l'île. On n'a pas parlé de Taormine, bien sûr, où l'on passe, à Catane, qui est une ville baroque à part entière aussi. Que vous dire d'autre? Ah oui, on passe bien sûr voir la Villa del Casale et à la Villa romaine de la période tardive, certes, mais avec des milliers de mètres carrés de mosaïques au sol, intactes. Une villa sans doute de rang impérial du IVe siècle après Jésus-Christ. Voilà, donc c'est un voyage très complet où à la fois itinérant, on dort dans de très bons hôtels d'ailleurs en ville, mais aussi dans des agritourismes, figurez-vous, qui est la grande particularité de ce que propose l'Italie. Nos amis italiens qui sont quand même très ingénieux, ils ont gardé ça sans doute de leur passé romain. Et donc vous avez ces fermes, si vous voulez, ces domaines agricoles en tout cas, en plein milieu des vignes ou en plein milieu des orangers, parce que vous avez des hectares et des hectares d'orangers en Sicile, bien sûr, et ces grandes haciendas agricoles qui ont su se trouver une autre activité en proposant des chambres de grande qualité. Alors ça, c'est une expérience assez inédite en plus. C'est inédit. Nous, on le propose toujours dans nos voyages en Italie du Sud parce que on est toujours très bien reçus. Les repas sont extraordinaires avec des produits locaux de la ferme, de la production de l'hacienda, puisque ça se dit comme ça aussi en italien. Et on passe de très, très, très bons moments dans ces endroits-là. Et donc, je profite que vous parliez aussi de la nature, des orangers, pour rebondir sur le fait que c'est vrai qu'au-delà du patrimoine architectural dont nous parlions tout au long de cet échange, il y a évidemment aussi un patrimoine, on va dire, naturel, avec par exemple l'Etna, ce volcan. Oui. Effectivement, tout est rassemblé en fait en Sicile. C'est une terre. Y a tout. On a absolument tous une terre. Voilà, c'est une grande terre. Alors, l'Etna est là, c'est le géant de Sicile, vraiment gigantesque, 3300 mètres quand même. On le voit un bon moment, on tourne autour. On ne va pas en haut. Ça, c'est un parti pris de ma part dans la programmation. Pourquoi ? Parce que l'Etna, comme il culmine à plus de 3000 mètres, eh bien, il est souvent pris dans les nuages. On a beau monter, on ne voit plus rien. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà. Il faut mieux attendre une éruption et puis y aller de nuit. À ce moment-là, le spectacle vaut la peine. Mais on ne peut pas prévoir et commander les éruptions à l'avance. C'est vrai. Et donc 9 jours de voyage durant lequel j'imagine que nos voyageurs auront l'occasion de déguster énormément de mets typiques d'Italie. En Sicile, surtout, la cuisine est extraordinaire. Il y a vraiment une gastronomie, je crois, sicilienne, c'est certain. Alors j'ai en tête, vous voyez, un petit restaurant où on va toujours à Cefalù. On n'a pas parlé de Cefalù. Là aussi, vous avez une magnifique cathédrale romane construite par Roger II avec des mosaïques sublimes. Et donc, dans cette ville médiévale, les pieds dans l'eau, eh bien, vous avez un petit restaurant qui s'appelle Lo Scoglio Ubriaco. Alors, on rejoint Apollinaire, si vous voulez, parce que ce n'est pas le bateau ivre, c'est le Scoglio, c'est l'écueil ivre. Et là, on est dans un petit restaurant, les pieds dans l'eau. On déguste notamment une petite fritto misto. C'est toute cette friture de crevettes, de calamars frais, à peine passé dans la farine et frit. C'est fantastique. Voilà, bon, ça donne envie. Un grand merci Sophie Majeran. Donc j'invite vraiment nos auditeurs à s'inscrire. Il reste donc des places du 3 au 11 mai. Ce sera donc 9 jours avec cette historienne de l'art et conférencière Virginie Foutel. Je vous invite à aller sur le site de cette agence de voyage Odeia dont vous faites partie, Sophie Majeran. Donc pour vous inscrire, chers auditeurs, merci encore pour votre présence et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.